Clément Bosquet intègre la métaphore musicale. Par exemple, à propos du temps nécessaire, il nous parle de tempo. Il va même nous expliquer que l'improvisation de l'accompagnement à la manière d'un groupe de jazz est possible sous certaines conditions. Michel Foudria revient quant à lui sur la notion du processus de l'accompagnement, un chemin à construire, une transformation à opérer sans pour autant savoir où tout cela nous mènera réellement. Clément nous éclaire ensuite sur le moment et la manière de prendre la décision en équipe, de faire ou de ne pas faire. Nous répondrons à la question « En quoi l'intelligence du cœur et le processus d'accompagnement peuvent-ils faire bon ménage ?» Et nous terminons par une hypothèse « Est-ce que les neurones miroirs pourront nous aider un jour à entrer en empathie avec l'autre ?» Il y a un mot qui revient parfois, et même souvent, dans l'accompagnement social ou médico-social, c'est le terme de parcours, avec l'idée qu'en fait, on trace un parcours d'un point A jusqu'à un point B, et qu'il s'agit comme ça que l'accompagnement, ce serait un déplacement en fait, du point A au point B. Et qu'on travaille en vue d'eux, avec un objectif, avec la solution qui va venir. Et je trouve que c'est assez naturel qu'il y ait de telles attentes du côté des personnes accompagnées. Puis aussi cette tentation-là aussi de la part des accompagnants de dire moi j'aimerais bien être celui ou celle qui va apporter la solution. Mais je crois que, et ça a été dit de différentes manières il y a quelques instants, l'essentiel est peut-être néanmoins au niveau du cheminement. C'est-à-dire que quelqu'un a dit à un moment donné, j'ai eu quelqu'un à côté de moi. Mon rôle, ça a été d'être à côté. Et cette idée de cheminement, je pense qu'elle est importante. Et il me semble qu'il faudrait qu'on entende le terme d'accompagnement un petit peu à la manière des musiciens, finalement. Et je crois qu'on pourrait poser le débat en termes musical. L'accompagnant ou l'accompagnateur en musique, c'est celui qui va à côté de la mélodie ou sous la mélodie, qui va poser un certain nombre d'harmonies, qui va tirer de la mélodie un certain nombre d'harmonies qui étaient un peu sous-entendues. Il y a peut-être des musiciens et musiciennes parmi vous dans la salle, vous voyez ce que je veux dire, et qui surtout, et ça a été dit tout à l'heure très très bien, va le faire au rythme de l'autre, au même rythme, au même tempo. Parce que si ça se désynchronise, alors là, on ne va plus nulle part. Il n'y a plus de parcours qui soit, il n'y a plus d'accompagnement. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure, accompagner, ça ne s'improvise pas. Eh ben, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça s'improvise, mais que comme l'improvisation musicale, ça se prépare. On a dit aussi tout à l'heure qu'on tendait vers un accord. C'était l'objectif de la co-construction. Accord des points de vue. Mais là aussi, tout comme en musique, avant de produire un quelconque accord que ce soit, et que ce soit d'ailleurs au piano ou que ce soit entre plusieurs instruments, il y a un travail préalable à faire, qui est celui de l'accordage. C'est ce que dit Michel quand il dit, en fait, avant d'essayer de débattre ou d'essayer de trouver des solutions ou de prendre des décisions ensemble, il faut d'abord bien poser les problèmes. Et se mettre d'accord sur la question qu'on essaie de résoudre ensemble. Et je pense que c'est une étape absolument essentielle, et les travailleurs sociaux le savent, qu'on ne peut pas se précipiter tout de suite dans la confrontation des points de vue, qu'il y a un temps pour bien poser ce qu'il va s'agir de résoudre ensemble, avant d'aller très très vite vers la solution. Donc ça me semble important. Donc peut-être les risques, pour répondre à la question enfin, les risques, ce serait peut-être à la fois de vouloir plaquer un modèle d'accompagnement qui, à mon avis, a fait son temps, et qui est le modèle traditionnel éducatif, à savoir, moi je sais ce qui est bien pour toi, et je vais te le dire, et tu vas faire ce que je te dis. Et aussi peut-être d'appliquer des modèles d'accompagnement uniques, en fait, alors qu'il y a autant d'accompagnement que de personnes. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on chemine avec elles sur le mode du compagnonnage. C'est un terme qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui me semble intéressant, parce qu'on a parlé de l'accompagnement et du compagnon. Et le compagnonnage, c'est ça aussi. On va traverser un ensemble d'épreuves ensemble. Et c'est cette traversée qui permet la réhabilitation, la restauration de soi, la réparation, etc. Et qui permet tout simplement d'avancer. Il y a d'autres modèles. Il y a effectivement des personnes qui ont besoin qu'effectivement on se concentre sur un certain objectif
et qui va tirer le cheminement personnel et l'accompagnement du professionnel. Il y a aussi des personnes qui ont besoin qu'on prenne auprès d'elles le temps de l'écoute, d'accueillir, et ce temps il peut parfois être très 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 long, accueillir ce qu'elles ont en elles, en fait. Et là, il y a quelque chose qui est important. Il s'agit de favoriser une connaissance de soi et de ses besoins, du coup, mais une connaissance qui est, comme l'étymologie l'indique, connaître, c'est naître avec. Et donc, qui est en même temps on accouche de soi à nouveau. Et je pense que ce travail-là, ce que les travailleurs sociaux savent très très bien faire, en général, c'est extrêmement important. Voilà en quelques mots. Oui, je voulais rebondir sur ce que Clément vient de dire, en tout cas au début quand tu parlais des compagnons et du parcours, compagnons de voyage. Là, on est dans le compagnonnage du voyage, donc ça c'est intéressant. Mais du même coup, le parcours désigne un but. Donc le risque, c'est qu'effectivement, on suit un chemin tout tracé. Donc, au travers de ce que tu as dit et ce que j'avais dit, on pourrait maintenant avoir une sorte de définition. Alors, est-ce que c'est de l'accompagnement ou est-ce que c'est de la co-construction? C'est de dire, oui, il y a un processus. C'est un processus qui est finalisé, parce qu'évidemment, il s'agit d'avoir quand même un but de transformation de quelque chose. Mais néanmoins, je ne dois pas avoir une définition a priori. Donc, du même coup, processus finalisé sans définition a priori. Ce qui fait que du même coup, je ne suis plus sur le chemin, je suis sur chemin faisant. Donc, on construit le chemin ensemble. Mais on ne sait pas, a priori, quel est le chemin. Enfin, c'est en tout cas l'écho que je faisais par association à ce que tu viens de dire. Il y a aussi quand même une question que le professionnel peut se poser lorsqu'il accompagne une personne, c'est la notion de la décision. Comment un professionnel peut repérer le moment idéal de la décision? Alors là aussi, je trouve finalement que ce qu'on a dit jusqu'alors reprend des choses très 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 anciennes, voire un peu antiques en fait. Et il me semble que pour rendre hommage à Michel, il y a toute la fraîcheur dans ce que dit Michel Foudriat de la philosophie antique. Alors je vous rassure, je ne vais pas parler de choses trop complexes tout à coup, mais une des choses que nous dit Aristote, par exemple, c'est ça. D'abord, il n'y a pas lieu en fait, de se précipiter dans la délibération et puis ensuite d'en extraire une décision. Il y a d'abord lieu de poser le problème et la question qu'on souhaite traiter. Ensuite, il y a le temps du débat et de la délibération qui est effectivement important, et c'est ce que dit Michel, qui doit se tenir dans des lieux et dans des temps appropriés pour ça. Et puis, il y a un moment, et ça me semble extrêmement fondamental, qui est le moment juste avant la décision. D'accord, la décision, le moment où on va dire, bon, on fait ça, voilà, on va activer ça, on acte que. Juste avant ce moment-là, il y a un moment qui est juste avant, qui est préalable à la décision, que les Grecs appelaient la pro-airesis. Airesis, c'est décider. C'est pour ça qu'on dit les hérétiques. Les hérétiques, ce n'étaient pas ceux qui pensaient pas comme il faut, c'est d'abord ceux qui choisissaient de penser par eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on les appelait comme ça. Bref, avant la décision, il y a un moment où on fait une espèce de diagnostic commun qui va présider ensuite à la décision. Et c'est ce moment-là auquel il est difficile de parvenir parfois, et même très souvent, qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas rater. Parce que si on se précipite de la délibération ou de l'échange, surtout si les problèmes n'ont pas été suffisamment bien posés jusqu'à la décision, jusqu'à l'agir finalement, qui est juste après, ben on risque de faire fausse route. Voilà un petit peu. Et par rapport à ce qu'on a dit déjà précédemment, vers quoi on tend? Est-ce qu'on tend vers l'unanimité ou l'unisson? Ben non, sûrement pas. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est encore une fois de créer quelque chose d'harmonieux et de faire émerger ce qu'il y a d'harmonieux dans le parcours de vie des personnes, qui va finalement permettre d'être soi. Et là-dessus, il y a une notion qu'on peut mobiliser, qui est celle de consensus. Mais alors pas du tout le consensus au sens de l'accord parfait ou de l'unisson. On pense tous la même chose. Il n'y a plus aucune... On a fait disparaître les disparités, et ça c'est ce que dit Michel aussi, pas du tout, au sens d'un compromis, d'un accord, ce sur quoi on s'accorde.
Mais si on s'accorde sur quelque chose, c'est bien qu'il y a un espace entre nous. Voilà. Parce que l'accompagnement, c'est pas tout seul, le parcours, c'est pas tout seul. N'être pas tout seul, justement, c'est absolument essentiel, et ça a été très bien dit dans les interviews, dans le petit film. Donc voilà, le consensus, il est avec l'autre, il est avec les sens aussi. Hein. Le consensus, c'est sentir avec. Et sentir quand, à un moment donné, on trouve quelque chose de juste. Et juste, pas au sens de la justice théorique, mais au sens de la justesse, de ce qui convient au moment et à la personne. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une part d'intuition un peu dans l'accompagnement, cette notion d'intuition, parce qu'en fait on parle de mécanique, finalement je sais que ça peut faire peur, hein, mais on vient de décomposer un peu tous les processus de l'accompagnement et de la co-construction. Et ce que vous nous dites là, en fait, au moment de la décision, l'intuition du professionnel est peut-être à prendre en compte. Et souvent au conseil d'administration, alors je sais qu'il y a des administrateurs ici, on a des débats sur l'intelligence du cœur, en fait. Est-ce que finalement l'intelligence du cœur dans l'accompagnement suffit ou pas? A priori, la réponse c'est les deux en fait. Mais quel est votre point de vue là-dessus sur cette notion d'intuition et d'intelligence du cœur en fait? Je pense qu'effectivement, ça me fait penser à une notion que connaissent les médecins, et notamment les psychiatres, mais si je ne me trompe pas, elle est utilisée depuis longtemps par toutes sortes de personnes qui essaient de réfléchir un peu à la condition humaine, et qui est la notion de syntonie, qui est la faculté de vibrer avec l'autre, grosso modo. Alors ça, les sociologues sont peut-être un peu servis, les médecins c'est sûr, et d'autres types de professions. C'est vibrer avec l'autre en harmonie, et c'est pas se confondre avec l'autre. Donc voilà, peut-être que l'intelligence du cœur, c'est ça. Après, il y a une notion qui est pas trop à la mode en ce moment, mais du coup, je me dis que c'est bien d'aller voir quand une chose est un peu laissée de côté. C'est la notion d'autorité. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, vu le rapport d'asymétrie entre accompagnant et accompagné, il y a à s'inquiéter ou il y a à s'interroger sur la dissymétrie ou l'autorité excessive qu'une partie pourrait avoir sur l'autre. On peut aussi faire l'hypothèse ensemble et se demander si il n'y a pas du côté d'une bonne autorité, c'est-à-dire quelque chose qui fait grandir. On a tous besoin de grandir aux côtés de l'autre. Et on a besoin de l'autre pour grandir. Le vieux fantasme qui est qu'on retrouve un petit peu malgré tout dans certaines visions de l'accompagnement social, qui est celui de l'autonomie. Donc on va accompagner les gens à être tout seuls. C'est pas forcément réjouissant. Alors oui, bien sûr, l'autonomie, décider pour soi, voilà. Mais est-ce qu'on décide jamais pour soi, sans référence à rien, sans référence à l'autre ? Je suis pas du tout sûr. En tout cas, ça me semble pas forcément être une visée légitime. Donc voilà, l'autorité ce qui chez l'autre me permet de croître et de grandir grâce à lui, et qui fait que, ça a été dit tout à l'heure, je trouve de manière magistrale, qui fait que je m'autorise. Alors je ne sais plus qui l'a dit, mais voilà, à un moment donné, je vais m'autoriser à dire ce que je voudrais pour moi-même, à inventer quelque chose de ma vie et à être moi. Voilà. Michel, merci. Michel, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur 2 points. Alors c'est vrai que c'est un petit peu décalé par rapport à ce que tu viens de dire là tout de suite. C'était plus avant, quand tu parlais de la justesse. Parce qu'effectivement, je pense que dans la question du processus de co-construction, on voit bien qu'il y a tellement de facteurs que ça serait vain de croire qu'on va maîtriser tous ces facteurs et que le facilitateur, aussi génial puisse-t-il être, va les maîtriser. Donc, par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est que le facilitateur peut mettre en place un certain nombre de conditions qui paraissent, aux yeux des autres, justes. C'est-à-dire qui paraissent les plus favorables à réduire les inégalités, donc qui me permettent de parler. Et donc, il me semble que l'on pourrait parler d'une co-construction juste. Et donc, ça serait effectivement de s'arrêter. Donc, si la construction est considérée comme juste, c'est-à-dire elle est acceptable et acceptée par les protagonistes, par les autres acteurs, ce qui fait que du même coup, elle peut entraîner quelque chose de positif dans la construction de l'accord. Donc, la question de la justesse, pour moi, ça serait juste avant
la décision, juste avant la décision. Et le deuxième point, c'est quand tu parles de vibreur avec l'autre, de vibrer avec l'autre, pardon. Je pense finalement, mais alors là je ne suis pas un spécialiste, mais ce que ça m'a évoqué, c'est les neurones miroirs. Les neurones miroirs, effectivement, avec la possibilité qu'on a trouvée aujourd'hui qu'on peut entrer en empathie finalement avec l'autre, et donc il y a quelque chose qui, dans le cerveau, existerait, enfin en tout cas qui permettrait, qui faciliterait ceci. Donc c'est évidemment, les neurosciences, c'est vraiment les études très récentes qui montreraient ça. Donc du coup, qui montrent qu'à un moment donné, oui, ça va dans ce sens que tu évoquais. D'où effectivement l'intuition.